Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue sur la scène numérique 271. Aujourd'hui, nous avons un invité, un spécialiste de la santé, Abdoulaye Kandé, dans la région de Kolda, département de Vélingara. Abdoulaye Kandé est un jeune faisant partie du mouvement MJPK. Quand on parle de MJPK, c'est un mouvement des jeunes panafricains de la région de Kolda. Mais également aussi, il est membre de la société civile locale de Vélingara. Bonsoir, M. Kandé. Bonsoir, mon frère. C'est un plaisir d'entretenir avec vous et de saluer aussi tous ceux qui nous suivent à travers Numérica 271. C'est un grand plaisir de partager vraiment des réponses à travers les questions que vous allez nous poser concernant la situation presque sanitaire au niveau de la région de Kolda. Avant tout d'abord, M. Kandé, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du mouvement MJPK? Oui, comme vous l'avez dit, je me nomme Abdoulaye Kandé. Je suis infirmier de formation, membre du mouvement des jeunes panafricains de la région de Kolda, en même temps de la société civile du département de Vélingara. Donc, ce mouvement a été créé presque depuis 2019, 2019-2020, avec un groupe de jeunes qui sont vraiment au niveau de la région de Kolda. Donc, on est très bien représenté dans la région dans le département de Vélingara. On est représenté aussi dans le département de Kolda et même dans le département de Médina Yoro Fula. Donc, nous avons vu que dans la région du Fouladou, il y a beaucoup de problèmes. Des fois, les gens ont des problèmes de porteurs de voix. Nous avons jugé nécessaire de représenter vraiment ces populations et nous avons fait beaucoup d'initiatives vraiment dans la région de Kolda. Il y a eu des dotations de livres dans plusieurs lycées et collèges au niveau de la région de Kolda. Nous avons aussi organisé pas mal d'activités au niveau de cette région pour le bien-être des populations. Mais avant tout d'abord, pourquoi vous avez choisi d'être un agent de santé? Bon, je dirais que c'est un destin parce que quand j'étais petit, je disais que j'allais être un militaire. Au niveau des forces de défense et de sécurité, ça a été mon choix. Mais au fur et à mesure, avec le temps, bon, je suis devenu un agent de santé. Je me dis que aussi presque c'est le même service que les gens en font. Les autres sont des soldats au niveau des forces de défense et de sécurité. Nous aussi, nous sommes des soldats de la santé. Donc, nous sommes là au service exclusif des populations. Je pense que presque nous faisons la même mission. Donc, j'ai pas regretté d'avoir choisi la santé et aussi dans la zone. Il y a pas presque d'agents de santé quand vous regardez dans la commune de Kandiaï. Nous n'avons pas de docteur en médecine, nous n'avions pas d'infirmiers. Presque c'est pas nombreux même dans l'arrondissement de Sarekoli Salé. Et aujourd'hui, vraiment, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens, aussi de jeunes qui ont choisi ce métier. Et il y a même des jeunes médecins partout maintenant dans la région de Kolda et particulièrement dans l'arrondissement de Sarekoli Salé. Et peut-être au fur et à mesure, nous allons voir des médecins dans la commune de Kandiaï dont je suis natif. Tout à fait. Actuellement, vous êtes dans quelle structure? Bon, je suis dans le poste de santé de Kosanké. Kosanké, c'est dans la commune de Médina Chérif, au niveau du district sanitaire de Kolda. Est-ce que vous pouvez nous dire à nos téléspectateurs quelles sont vos expériences qui vous ont plus marqué dans votre parcours professionnel? Dans mon parcours professionnel, j'ai eu à beaucoup faire parce que lorsque j'étais à l'école, j'ai eu à faire des stages dans plusieurs terrains. J'ai fait l'hôpital régional de Kolda, j'ai fait le camp militaire de Kolda, j'ai fait le département de Vélingara, un stage rural à Nemataba. J'ai été aussi à Bunkiling, là où aussi j'ai fait un stage rural. Et après le diplôme d'État, j'étais à l'hôpital régional au niveau des services de chirurgie, de la réanimation et au niveau de la pédiatrie. Ensuite, je suis venu à Diaobé. J'ai fait quelques années dans le poste de santé de Diaobé en qualité d'infirmier chef de poste adjoint. Donc, j'ai fait quelques années d'expérience.
Et ensuite aussi, j'ai démissionné parce que je voulais découvrir le monde communautaire. J'ai eu à travailler dans une organisation non gouvernementale, une ONG, le projet intégré de nutrition des régions de Kolda et de Kédougou. J'étais comme agent de développement communautaire. Ça m'a permis de beaucoup apprendre au niveau de la communauté, la société dont les gens vivaient. C'est en 2018 que j'ai démissionné aussi à ce poste pour reprendre la blouse blanche parce que j'ai toujours aimé être auprès des malades. C'est ça ma passion. Donc, j'ai démissionné au niveau de ce projet parce que j'étais en tant qu'agent de développement communautaire. Donc, on m'a proposé un poste là où je serais infirmier chef de poste. Je me suis dit que je serais plus utile à ce poste avant que d'être un agent de développement communautaire. Parce que dans ce poste-là, tu pouvais gérer des acteurs communautaires, tu pouvais travailler en partenariat aussi avec des agents de développement communautaire. Et j'ai beaucoup acquis, j'ai beaucoup appris dans ce projet, surtout au niveau de la communauté. C'est ce qui m'a vraiment permis de travailler avec la communauté en matière de mobilisation, en matière de sensibilisation. Vraiment, j'ai pas ces problèmes-là parce que j'ai beaucoup appris avec beaucoup d'approches au niveau de ce projet parce qu'on faisait des sensibilisations, des causeries et beaucoup d'initiatives en dehors de la santé. On faisait de l'élevage, de l'agriculture. C'était un projet intégré. Donc, ça m'a permis de beaucoup apprendre dans plusieurs secteurs et dans plusieurs domaines et comment aussi vraiment faire pour convaincre la population. Donc, depuis 2019, je suis à la structure sanitaire de Kosanké et avec beaucoup d'initiatives parce que j'ai appris ces initiatives-là. Ce n'est pas à l'école, mais lorsque j'étais agent de développement communautaire, j'ai su que aussi pour vraiment rendre service à la population, il fallait descendre sur le terrain, il ne fallait pas rester seulement au niveau du bureau, il fallait descendre au niveau du terrain, savoir ce que les communautés vivent, partager avec eux et ça nous a permis de régler beaucoup de problèmes concernant les accouchements à domicile, des personnes qui ne faisaient pas des consultations prénatales, mais à travers la communication, il y a eu, tout le monde a adhéré. Nous avons aussi créé beaucoup d'autres initiatives, ce qui nous a permis vraiment de ne pas avoir vraiment trop de problèmes au niveau de la structure sanitaire. Tout à fait. Merci. Dans votre dernière parole, je vous ai entendu parler de la santé communautaire. C'est très intéressant. Ouais. On voit en vous développant des idées que vous êtes passionné de la santé communautaire et vous êtes dans les communes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos forces? Bon, comme je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, avec quand la communication, quand vous communiquez bien, je pense que vous allez gagner la confiance des populations et vous allez réussir toutes les activités. La plus grande force en matière de santé reste la communication. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de rumeurs, et surtout aujourd'hui avec l'événement de l'Internet, il y a beaucoup de désinformation. Donc, quand tu appelles des gens, surtout les porteurs de voix, les leaders communautaires, les chefs de village, les imams, quand vous les expliquez, ces derniers-là, quand ils comprennent, je pense qu'ils peuvent démultiplier l'information et vous serez très en sécurité, très à l'aise parce que tout ce que vous leur direz avec des preuves, ça va vous permettre vraiment de convaincre les populations et ces derniers-là aussi seront des porteurs de voix, vont jouer le rôle vraiment de l'ICP au niveau de leur village respectif. Je pense que la communication est la base de toute activité réussie au niveau rural, au niveau urbain. Je pense que la communication elle est très importante. Et ce n'est pas facile, Ouais, évidemment. Donc, c'est par là, suite même que je vais vous poser la question. Vu tout cela, ce n'est pas facile, mais comment vous gérez les situations difficiles rencontrées dans votre milieu de travail? Donc, dans mon milieu de travail, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup de manquements. Par exemple, nous sommes dans une structure sanitaire qui n'est pas très accessible. Nous sommes à 98 km de Kolda. Nous sommes dans une structure sanitaire qui n'a pas de maternité construite par l'État ou bien par la collectivité territoriale. Nous sommes dans un poste de santé qui n'a pas de logement pour l'infirmier chef de poste, ni pour la sage-femme, mais
n'empêche ces manquements, on essaye vraiment d'être prompt sur tout ce que nous demande en matière de vaccination, en matière de consultation prénatale. Et on est très disponible aussi, malgré ces manquements, on est toujours au service de la communauté. Presque H24. Quand l'ICP n'est pas là, la sage-femme est là. Quand la sage-femme n'est pas là, il y a l'adjoint de l'infirmier chef de poste qui est diplômé qui est là. Mais imaginez avec toutes ces conditions de travail que l'infirmier ne loge pas au niveau de la structure sanitaire. Nous sommes à presque 200 mètres. Il y a tellement de risques. La nuit, on te réveille. Tu es obligé de venir. Tu es obligé de venir parce que la santé, c'est une de mes passions. Mais il y a beaucoup de risques. Hein. Nous sommes dans beaucoup de risques. Mais malgré cela, il n'y a pas des fois l'électricité. On travaille avec les moyens du bord. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de ma structure sanitaire, mais au niveau d'autres structures sanitaires aussi, parce que c'est un problème récurrent dans la région, dans presque toute la région de Kolda. À Médina Yoro Foulah, vous allez trouver des cas pareils. À Vélingara, même à Kolda, il y en a beaucoup de personnes qui vivent cette situation. Là, on peut dire que c'est de manière générale. C'est de manière générale, Donc, ouais. donc ce sont les barrières que vous avez identifiées pour la santé communautaire. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on doit apporter pour améliorer la santé communautaire? Bon, de manière générale, il faut aussi que vraiment qu'il y ait une synergie des forces. Parce que des fois, on te demande des résultats. Mais une personne, quand on te demande des résultats, on doit te mettre dans de très bonnes conditions. Maintenant, aujourd'hui, quand on te demande vraiment d'atteindre certains objectifs et que tu n'es pas dans de bonnes conditions, je pense que ça sera très difficile de le faire. Je pense que l'État aussi a le devoir de construire vraiment des postes de santé dignes de nom. Un poste de santé suivi d'un logement, suivi d'une maternité au complet et pouvoir recruter aussi vraiment le personnel qualifié, le personnel qui travaille. C'est écœurant de le dire, mais il y a beaucoup d'infirmiers qui sont au niveau des postes de santé, même au niveau des centres de santé, des fois dans les mêmes centres hospitaliers. Ce sont des gens qui ont fait plus de 10 ans de contractualisation, d'autres même plus de 15 ans. Ces derniers-là ne sont pas recrutés par la fonction publique. Donc vous voyez que ce sont des gens qui sont au service exclusif des communautés, qui produisent d'excellents vraiment résultats, qui sont en train d'abattre un bon travail, mais malheureusement, ils peinent à avoir des recrutements au niveau de la fonction publique. Vous savez que ça aussi, c'est un grand problème et c'est une vraiment grande responsabilité aussi dont l'État vraiment l'État a une responsabilité, il doit vraiment faire tout pour pouvoir recruter ces derniers et de les mettre dans de bonnes conditions de travail pour espérer une bonne santé aussi de toute une population. Mais en parlant de ça, on peut développer le sujet à savoir exactement qu'est-ce qu'il nous faut dans nos hôpitaux, nos districts, nos postes de santé, les hôpitaux, les centres hospitaliers. Quel équipement qu'il nous faut pour réellement assurer la santé? Ok, comme aujourd'hui, comme vous venez de le dire, vu que je ne parle pas seulement de ma structure sanitaire, je pense que quand je prends l'exemple de Vélingara, mon département, là où je suis né, je pense que Vélingara mérite un centre hospitalier de niveau 2 d'abord. Parce que Vélingara mérite un centre hospitalier de niveau 2, je vais y revenir. Médina Yoro Foulah, qui est là-bas aussi, mérite un centre hospitalier de niveau 2. Parce que il y a tous les facteurs qui leur donnent ces opportunités de pouvoir vraiment se traiter sur place sans se déplacer, partir à Ziguinchor ou à Thiès pour des soins. Si je reviens un peu sur le cas du département de Vélingara, ça fait plusieurs années que notre mouvement, nous étions en train de réclamer un hôpital de niveau 2 à Vélingara. Un hôpital de niveau 2 à Vélingara, administrativement et démographiquement, Vélingara le mérite. Parce que si vous regardez en 2005, la population du département de Vélingara était à plus de 200 000 habitants. De 2005 à 2023, nous sommes à 400 000 habitants. 400 000 habitants,
5 000 et quelques de kilomètres carrés. Je pense que ce département méritait depuis très longtemps un hôpital de niveau 2. Et vous avez vu aussi tout récemment, il y a eu un accident qui s'est produit. Il y a eu des pertes en vies humaines. Il y a eu tellement d'évacuations, il y a eu des clients qui ont été évacués à Tambacounda, d'autres ont été évacués à Kolda. Donc, le temps d'évacuer le malade, tu peux perdre le malade en cours de route. Et la distance entre Kolda et Vélingara, ça fait plus de 100 km. Vélingara et Tamba, ça fait plus de presque 80 km. Je pense que Vélingara mérite un centre hospitalier digne de nom. Bon, la création du centre hospitalier aussi, en hôpital de niveau 2, ce n'est pas pour construire seulement, mais il faut amener les équipements complets, amener des spécialistes qui sont à la hauteur. Et tous les spécialistes, hein, que ce soit un chirurgien, que ce soit un neurologue, que ce soit un gynécologue, qu'on puisse avoir ça au niveau de Vélingara. Et qu'on puisse avoir aussi toutes les formes de radio, hein, les radios, les scanners, oui, et les échographies, des laboratoires dignes de nom, pour que les gens puissent donner du sang au niveau de ces laboratoires-là, qu'on puisse stocker ce sang-là là-bas en cas de besoin, et pour que ces circonstances pareilles, que le malade puisse trouver des soins vraiment à domicile, sans être déplacé à Tamba ou à Kolda. Mais malheureusement, depuis très longtemps, de ce fait, il y a eu nos autorités ont échoué de ce côté. Vélingara, les gens sont fatigués. Je pense que la construction d'un hôpital de niveau 2, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des années. Même si on pose une première pierre, ça peut prendre 1 an minimum, mais ça peut aller jusqu'à 3 ans. Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est d'avoir des spécialistes comme un gynécologue à Vélingara, avoir un radiologue à Vélingara, avoir un chirurgien à Vélingara, avoir un dentiste, des dentistes à Vélingara, avoir des pédiatres à Vélingara. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces enfants-là, tu es obligé de les évacuer à Tambacounda ou bien tu es obligé de les évacuer à Kolda parce qu'il n'y a pas de pédiatre à Vélingara, il n'y a pas de gynécologue à Vélingara, il n'y a pas d'urgentiste à Vélingara, il n'y a pas d'anesthésiste à Vélingara. Je pense que ces personnes-là, elles ne doivent pas attendre qu'il y ait un hôpital de niveau 2 pour qu'on puisse nous affecter des spécialistes. Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est d'avoir ces spécialistes-là sur place. Et maintenant, l'hôpital de niveau 2 va les trouver à Vélingara. Mais la population souffre. Quand tu as des cas, obligatoirement, tu dois les évacuer à Tamba. Mais vous connaissez le niveau de vie aujourd'hui des populations au niveau de la région de Kolda, c'est vraiment très difficile. C'est émouvant, c'est triste, tout un département qui n'a pas ces corps de métier que vous venez de citer. Mais selon vous, c'est-à-dire sont les autorités qui doivent jouer ce rôle, c'est l'État, ou bien réellement, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis tant d'années, comment pensez-vous qu'on peut régler cette situation? Bon, de ce côté, je dirais que les responsabilités sont partagées. Ce qu'on a envie de voir, c'est que dans le département de Vélingara, les gens sont toujours dans la politique politicienne. Quand un leader doit faire des choses, peut-être vous ne lui donnez pas de bons conseils. Aujourd'hui, Vélingara, comme je l'ai dit tantôt, on ne devrait pas parler d'un hôpital de niveau 2, on devrait parler d'autres infrastructures en 2025, mais pas un hôpital de niveau 2. Mais malheureusement, les autorités n'ont pas trop joué le jeu. Aujourd'hui, je pense que la population, elle est responsable. Les autorités, pareil. Et les responsabilités sont partagées en général. Parce que tout un département, si aujourd'hui les gens s'unissent, vraiment organisent, je ne dis pas des marches pour aller brûler des boutiques ou bien autre chose, mais organiser des marches pacifiques, manifester leur mécontentement, partir rencontrer le ministre de la Santé, continuer sur cette lancée. Je pense que
dans quelques années ou bien dans quelques mois, nous aurons vraiment satisfaction. Malheureusement, c'est pas ce qu'on voit. Lorsque l'accident s'est produit au niveau de Saré Kiali, on a vu partout dans les réseaux sociaux que les gens criaient, il nous faut un hôpital de niveau 2, il nous faut un hôpital de niveau 2. Mais est-ce que les gens vont continuer sur ce rythme de plaidoyerie? C'est ça la question. Je pense que on doit continuer à travailler. Il y a eu un pôle qui a été créé à Vélingara tout récemment. Et j'ai vu que ils ont rencontré même l'autorité administrative, le préfet du département de Vélingara. Je pense que les gens, on doit aller encore à vitesse. La vitesse, elle est trop petite parce qu'on est très en retard par rapport à beaucoup de régions du Sénégal. Nous devons certes rencontrer l'autorité administrative, lui mettre part. J'ai vu et je salue vraiment l'effort aussi de l'honorable Safiatou Sow, qui est au minimum à rencontrer le ministre de la Santé, lui a présenté un document vraiment pour la construction d'un hôpital de niveau 2. J'exhorte vraiment à nos députés du département de Vélingara vraiment de partir encore, d'insister, de poursuivre leur plaidoyerie, de continuer à appeler le ministre de la Santé, de lui rappeler pour que vraiment cet hôpital de rêve, qu'on puisse l'avoir au niveau de Vélingara pour soulager vraiment plus de 400 000 âmes qui vivent au niveau de ce département. Accès aux soins améliorera. Comment on peut améliorer la couverture médicale des jeunes éloignés? Bon, il y a eu beaucoup d'initiatives de la part de l'État. Il y a eu la couverture maladie universelle, il y a eu les mutuelles de santé classiques. Mais je pense qu'il y a toujours des problèmes parce que l'État a il y a beaucoup de structures dans beaucoup de départements ou de régions. Il n'y a pas l'épongement de la dette parce que l'État devait de l'argent à plusieurs structures sanitaires, disons dans plusieurs régions médicales. Vous allez partir et vous trouvez qu'il y a des problèmes sur la couverture maladie universelle parce que les gens n'ont pas remboursé. Tout récemment, il y a eu un remboursement d'après nos échos en 2022, mais ce n'est pas toutes les années qui ont été remboursées. Donc ça cause problème. Ça freine d'une part vraiment la continuité de ces services-là, parce que quand tu n'as pas de médicaments, tu ne peux pas traiter les malades. Et quand vous regardez aussi au niveau de la mutuelle de santé, dans le département de Vélingara, il y a plusieurs mois, presque il y a une année, presque toute l'année 2024, la mutuelle de santé n'a pas fonctionné parce que les gens n'ont pas payé. Donc les structures aussi, avec leur surcharge de salaire, le personnel devrait être payé. Ils ne pouvaient pas assurer, vraiment continuer dans cette dynamique, acheter des médicaments et donner cela gratuitement presque à 80% aux populations. Je pense que c'était trop coûteux et du coup, la mutuelle de santé a eu des problèmes. La plus grande, vraiment, pour aider les gens en milieu rural, c'est de faire tout pour que la mutuelle de santé marche. Quand la mutuelle de santé marche, vraiment les gens seront soulagés. Quand, par exemple, un malade qui a une ordonnance de 10 000 francs au niveau d'une structure de santé publique, que ce soit à Kounkané, Vélingara et ailleurs, quand l'ordonnance coûte 10 000 francs, on ne te demandera que 2 000 francs. Maintenant, les 8 000 francs, c'est à l'État de les payer, de les rembourser. Je pense que après, quand la mutuelle marche, on n'aura pas de problème de se soigner au niveau de nos structures sanitaires. Mais c'est ça, il y a le bas blesse, c'est là-bas le bas blesse, c'est là-bas qui se trouve le problème. Il faut impérativement qu'on trouve des solutions pour décanter cette situation, pour que nos parents en milieu rural puissent se traiter à moindre coût. Mais tant que la mutuelle ne marche pas, je ne vois pas autre solution pour qu'on puisse vraiment avancer en matière d'allègement des coûts au niveau des consultations. Travailler, c'est bon, gagner de l'argent, mais on ne travaille pas pour de l'argent, mais plutôt pour une passion. Ouais. Selon vous, comment on peut améliorer les conditions de travail pour les professionnels de santé? Bon, pour les professionnels de santé, d'abord, tantôt je vous ai dit qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui sont là, qui ne sont pas des fonctionnaires. Donc, vous connaissez mieux que moi, quand la personne n'est pas fonctionnaire, un jour, malheureusement, il y a beaucoup qui décèdent.
Si tu n'es pas fonctionnaire, ta famille n'est pas prise en charge. Et donc, tu as été pendant 15 ans au service de l'État, et tu décèdes ton enfant, ta femme, personne ne va les prendre en En charge, charge. Je ouais. pense que pour mieux améliorer les conditions des travailleurs, c'est d'abord de faire le maximum pour que, au minimum, les 90% des agents de santé, qu'on puisse les recruter à la fonction publique, afin de les mettre vraiment en sécurité. Et en ce moment, je pense que le travail, le grand pas sera fait. Mais ce qu'on trouve aujourd'hui, la majeure partie des agents de santé sont des contractuels. Monsieur Kandé, on va poursuivre l'entretien. Je vous rappelle également, c'est un entretien avec, donc sur la scène numérique 271. Comment peut-on éviter le taux de mortalité pour certaines maladies graves, telles que le cancer? Bon, le cancer, parce que aujourd'hui, nous, à notre niveau, personnellement, je ne pourrais pas donner un taux de mortalité en termes de cancer, parce que nous sommes dans des structures sanitaires au niveau du poste de santé. Parce qu'au niveau du poste de santé, quand on suspecte que la personne souffre d'un cancer, on lui transfère au niveau d'un hôpital, que ça soit à Kolda, que ça soit à Tamba, d'où l'urgence dont on le disait d'avoir un hôpital de Tout à niveau fait. 2 à proximité, comme à Vélingara. Donc, c'est aux spécialistes de voir effectivement ce que vous suspectez, s'il s'agit d'un cancer ou c'est pas un cancer. Maintenant, quand il s'agira d'un cancer, lui à son niveau, parce que aujourd'hui les cancers, il y a un cancer, il y a un cancer bénin, il y a les cancers malignes, donc là où le traitement est hyper coûteux, et donc le plus souvent dans d'autres types de cancers, on perd le malade. Mais il y a des formes, les formes graves. On ne souhaite pas que cela arrive, c'est pourquoi on appelle toujours aux gens d'aller à l'hôpital précocement. On a 5 à 6 maladies graves. Vous avez parlé des raisons pourquoi on doit avoir un hôpital de niveau 2. Donc, est-ce que vous pouvez nous développer la crise cardiaque? La crise cardiaque, comme je l'ai dit, ça peut être lié presque le plus souvent à des maladies cardiaques, mais dont l'hypertension aussi, l'hypertension artérielle est une maladie très, très fréquente au niveau de nos zones. Donc, je pense que, comme je l'ai toujours dit, la personne, tu ne dois pas attendre le jour que tu tombes malade pour aller au niveau d'une structure sanitaire. Donc, en matière de crise cardiaque, il y a des spécialistes comme le cardiologue qui est vraiment habilité, qui a carrément ses bagages pour encore revenir de plus sur les crises cardiaques. Mais à notre niveau, nous, ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser les populations sur les maladies cardiovasculaires, surtout sur l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, tu ne peux pas savoir que tu es hypertendu tant que tu n'es pas parti dans une structure sanitaire ou bien dans les pharmacies pour voir, pour regarder ta tension artérielle. Maintenant, quand une fois la personne arrivée au niveau de la structure sanitaire, quand la tension artérielle elle est élevée, on peut te donner un rendez-vous à 2 reprises, voir est-ce que réellement la tension elle est élevée. C'est à partir de cela que le traitant, que ce soit le médecin, que ce soit l'infirmier, que ce soit une autre personne habilitée à le faire, pourra vraiment vous prescrire des médicaments, des antihypertenseurs qui pourront jouer sur vraiment la tension afin de le régulariser. Parce que je dirais que aussi la tension, comme beaucoup le disent, c'est une maladie, l'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique très difficile à traiter, mais il faut aussi observer un traitement vraiment un traitement à long terme. Aujourd'hui aussi, une personne, un jeune qui ne souffre de rien, qui regarde sa tension artérielle régulièrement, doit regarder en même temps sa glycémie. Quand tu le fais pendant 3 mois, chaque 3 mois, tu le fais, je pense on peut beaucoup on peut être à l'abri de plusieurs maladies, à savoir, comme vous le dites, à faire des crises cardiaques. On peut détecter très tôt si la personne souffre d'une hypertension ou pas.
et afin de pouvoir le suivre. Mais aussi quand on n'est pas malade, on peut aller dans une structure sanitaire, voir exactement ton état de santé. Prendre le poids, prendre la tension, prendre la glycémie. Je pense que tout citoyen et toute personne doit le faire au minimum semestriellement. Quand tu ne peux pas le faire trimestriellement, tu peux le faire 2 fois par an ou bien une seule fois par an. Mais malheureusement, moi, ce que j'ai l'habitude de voir, le plus souvent, je reçois que des gens qui souffrent soit de maux de tête, de maux de ventre ou bien d'autres pathologies, mais ils ne viennent jamais au poste de santé pour dire que je veux contrôler mon état de santé. Donc, ça, c'est un appel aussi à lancer pour la population, on doit contrôler. Ouais. Donc, on peut aussi également rappeler les accidents vasculaires cérébraux. C'est ce que je disais, parce que les accidents vasculaires cérébraux, on l'appelle le plus souvent AVC. Mais tout cela, c'est dans le lot des maladies cardiovasculaires. Par exemple, quelqu'un qui a une hypertension, qui ne suit pas régulièrement son traitement, tu peux faire ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. Donc, quand la personne fait un accident vasculaire cérébral, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sortent de cet accident-là, mais avec des séquelles. Par exemple, la personne peut guérir, mais elle a des séquelles, elle marche difficilement, les mouvements maintenant, les mouvements sont limités. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des AVC, même pour parler, ils ont des problèmes pour communiquer, parce que ce sont les séquelles de la maladie. Mais tout cela, c'est comme je l'ai dit tantôt, pour le prévenir, vraiment, il faut aller toujours dans une structure sanitaire, vraiment pouvoir vérifier afin de prévenir ces genres de maladies cardiovasculaires et avant d'arriver aussi à ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. 14 communes pour un département. Et si aujourd'hui quelqu'un a l'insuffisance rénale? Bon, l'insuffisance rénale, comme je l'ai toujours dit, ça fait partie, ce sont des maladies chroniques réservées vraiment à des spécialistes. Normalement, ce sont des spécialistes les spécialistes comme le néphrologue, un médecin néphrologue qui est très rare de voir vraiment dans nos régions. Ce sont ces genres de personnes-là, ou bien le technicien en néphro, qui sera très bien à l'aise pour expliquer ce genre de maladies. Mais malheureusement, quelqu'un qui l'a au niveau de, par exemple, en milieu rural, tu es obligé d'effectuer des déplacements au niveau des grands hôpitaux, que ce soit à Tamba, que ce soit à Kolda. Et les rendez-vous sont trop rapprochés, parce que j'ai vu beaucoup de gens, ce sont des rendez-vous presque hebdomadaires. Chaque semaine, il faut que tu te déplaces, tu pars à Tamba ou bien tu pars à Kolda pour effectuer des dialyses. Bon, je pense que, comme je l'ai toujours dit, il faut que nous avons un rôle à jouer. Notre plus grand rôle, que ça soit moi, que ça soit vous, que ça soit une autre personne, c'est de sensibiliser nos parents. C'est de continuer la sensibilisation. Quand on est fréquent dans les structures sanitaires, on peut détecter très tôt une maladie qui peut, au futur, évoluer à une insuffisance rénale. Maintenant, quand tu détectes la maladie là très tôt, tu peux le traiter. Tu peux ne pas arriver à un stade de dialyse, tu peux ne pas arriver même à un stade d'insuffisance rénale. Mais c'est ce que je te dis. Aussi, c'est une occasion de demander à nos parents d'éviter les traitements traditionnels. Parce que d'habitude, le malade part voir un tradipraticien pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Donc, avant qu'il se rende au niveau d'une structure sanitaire, tu trouveras que vraiment, il est à un stade très avancé. Donc, il est dans un stade là où tu ne pourras pas le récupérer. Ce sont ces genres de malades en général que les gens vont perdre après. Donc, c'est d'où l'importance vraiment d'éviter, quand on est malade, d'éviter de consulter les tradipraticiens. J'apprécie, ils font un excellent travail, mais il faut partir à l'hôpital, faire beaucoup d'analyses. Quand tu fais les analyses, à partir de ces résultats-là, tu peux voir est-ce que le rein a des problèmes, est-ce que le cœur a des problèmes, est-ce que telle partie ou telle partie a des problèmes. Mais quand tu ne fais pas ces analyses-là, ou bien tu ne fais pas certaines radiographies,
tu ne peux pas déceler la maladie, tu ne peux pas savoir de quoi tu souffres. Mais tu pars voir le tradipraticien à une longue durée avant de revenir à l'hôpital. Les gens ne pourront rien faire. C'est ça le malheur, surtout ici au Fouladou. Les gens voient beaucoup les tradipraticiens. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais j'espère qu'il faut vraiment d'abord partir à l'hôpital avant de voir un tradipraticien. Je rappelle également que nous sommes avec Abdoulaye Kandé, on est spécialiste, mais voir aussi c'est un membre du mouvement MJPK, c'est-à-dire Mouvement des jeunes panafricains de la région de Kolda, mais également aussi il est membre de la société civile locale de Vélingara. Monsieur Kandé, merci. Merci beaucoup mon frère pour ces questions. Je rappelle toujours qu'à Vélingara, nous avons besoin d'un hôpital de niveau 2. Parce que vous voyez qu'à Vélingara, géographiquement, nous sommes à une population de 406 000 habitants et plus de 5 000 km². Je pense que Vélingara mérite un hôpital de niveau 2 pour le bien-être des populations. Il y a beaucoup d'efforts. Tout récemment, nous avons vu un pôle qui s'est initié. Ils veulent carrément qu'il y ait... ils ont vu l'autorité administrative, ils ont commencé à lancer... ils ont écrit des lettres en mémorandum, ils l'ont déposé et beaucoup d'autres plaidoiries. Nous avons vu aussi honorable Safia Rousseau, ses efforts, mais je pense que les députés, ils ont beaucoup de choses à faire, surtout à Vélingara. Dans le cadre de cet hôpital, c'est un défi pour eux. Nous remercions encore, nous réitérons nos remerciements à Numérica 271. Merci beaucoup. Quel est votre mot de fin? Bon, un plaisir d'abord de voir un jeune de ma localité s'initier dans ces activités et de vous encourager vraiment dans cette lancée et vraiment de vous dire aussi qu'il y a beaucoup de défis au niveau de la région de Kolda et particulièrement dans notre département. Et encourager surtout les jeunes à embrasser beaucoup de métiers, que les gens ne soient... Parce qu'aujourd'hui, on voit aussi que beaucoup ont abandonné l'école, ils préfèrent l'immigration clandestine. Je pense qu'on peut réussir chez nous. Il suffit juste d'avoir un peu d'engagement. Parce que quelqu'un qui voit un jeune Moustapha qui s'est initié jusqu'à créer le Numérica 271, je pense que c'est quelqu'un qui est né ici à Temantomadia, ton petit frère ou bien le fils de ton frère, pourra dire que je peux faire mieux que le frère à mon papa, je peux faire mieux que mon grand frère. Je pense que dans notre zone, on a besoin de hauts cadres, on a besoin d'avoir des professeurs en médecine, on a des ingénieurs partout, on a besoin d'avoir beaucoup d'autres personnalités pour qu'au futur, qu'on puisse vraiment développer nos zones. Parce que quoi qu'on dise, l'immigration, la diaspora, ils ont beaucoup fait. Mais tant que nous ne sommes pas dans les instances de prise de décision, nous ne sommes pas en mesure d'entreprendre, de créer des choses, d'initier et de le faire chez nous. Je pense que ça sera trop difficile. C'était pour vous encourager et aussi lancer un plaidoyer, continuer sur la même plaidoyerie, remercier le mouvement des jeunes panafricains de la région de Kolda et tous les membres de la société civile locale de Vélingara, mais nous réclamons un hôpital de niveau 2 à Vélingara. C'est une demande sociale, c'est une urgence pour le bien-être des populations du département de Vélingara. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, c'est ton numéro entretien avec. À très bientôt. Merci beaucoup. C'était la scène Numérica 271. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.